La pluie tambourinait contre les vitres de l'église Saint-Martin, comme si le ciel pleurait avec nous. Maman aurait détesté ce temps, elle qui adorait les enterrements sous le soleil, pour accompagner les âmes vers la lumière, disait-elle toujours. Je me tenais droite dans ma robe noire trop serrée, celle que j'avais achetée en catastrophe la veille. 3 ans à veiller maman jour et nuit, et je n'avais même pas pensé à prévoir une tenue pour ses obsèques. Les mots du prêtre résonnaient dans le vide de mon esprit fatigué. Marguerite Delacroix nous a quittés après un long combat. Long combat. Comme si cancer était un euphémisme acceptable. Louise, tu as l'air épuisée. Ma tante Céline posa sa main gantée sur mon bras. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Avais-je vraiment fait tout ce que je pouvais? Les nuits blanches à l'hôpital, les rendez-vous médicaux, les traitements qui ne servaient à rien sinon à prolonger son agonie. J'avais tout abandonné pour elle. Mes études de formation d'infirmière spécialisée, ma vie, mes rêves. Où est Julien? Chuchota quelqu'un derrière moi. Mon frère était arrivé de Londres la veille au soir, élégant dans son costume sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés malgré le vol. Désolé, Loulou, j'ai eu des complications au bureau. Tu sais comment c'est, les fusions internationales. Il m'avait à peine regardé avant de disparaître dans sa chambre d'hôtel. Maintenant, il se tenait près du cercueil, incarnation parfaite du fils épouvanté. Ses larmes semblaient aussi authentiques que son bronzage londonien. Le cortège s'ébranla vers le cimetière. Papa marchait devant, voûté, ses mains tremblantes agrippées au bras de mon oncle. Henri Delacroix, autrefois si fier, si dur, réduit à l'état d'ombre de lui-même. L'alcool et le chagrin avaient creusé des ravines sur son visage. Au bord de la fosse, les mots d'adieu se mélangèrent à la pluie. Julien prononça un discours émouvant sur « notre mère bien-aimée », évoquant ses souvenirs d'enfance comme s'il avait été présent ces dernières années. L'assistance hochait la tête, touchée. Mon tour arriva. Je voulus parler de ces derniers mots, de sa main dans la mienne, de notre dernière conversation à 3 heures du matin quand elle m'avait supplié de « vivre enfin pour moi ». Mais ma gorge se serra. Les mots refusaient de sortir. Louise a été remarquable, intervint papa soudain, sa voix portant étrangement dans le silence. Mais enfin, Julien a toujours été le plus fort de mes enfants. Le plus intelligent aussi. Un murmure parcourut l'assemblée. Tante Céline écarquilla les yeux. Henri, ce n'est pas le moment. Commença l'oncle Marcel. Si, c'est exactement le moment. Papa se tourna vers moi, ses yeux injectés de sang brillant d'une colère inexplicable. Ton frère est bien meilleur que toi en tout. Lui au moins, il a réussi sa vie. Il a un vrai métier, une vraie situation. Pas comme toi qui joues les martyrs. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même la pluie sembla suspendre sa course. Toute la famille, les amis, les voisins, tous me regardaient, attendant ma réaction. Julien avait pâli, visiblement gêné mais incapable de me défendre. Quelque chose se brisa en moi. Pas mon cœur, celui-là était déjà en miettes depuis longtemps. Non, quelque chose de plus profond. Ma capacité à encaisser, peut-être. Ma résignation. Je souris. Un sourire froid, cristallin, qui me surprit moi-même. Parfait, dis-je d'une voix d'une clarté terrifiante. Alors c'est lui qui paiera vos dettes et s'occupera de vous. Papa cligna des yeux, désorienté. Mais, quoi? Vos dettes de jeu, papa. Les 180 000 € que vous devez au casino. Les menaces de saisie. Les appels des huissiers que je prends depuis 6 mois. Ma voix ne tremblait pas, puisque Julien est si parfait, je suis sûre qu'il sera ravi de régler ça. Julien devint livide. Lou, je ne savais pas que... Bien sûr que tu ne savais pas. Tu étais trop occupé à réussir ta vie. Je reculai d'un pas, soudain libéré d'un poids immense. Profitez bien de votre fils parfait. Moi, j'ai fini de me sacrifier pour une famille qui ne me voit même pas. Je pivotai sur mes talons et m'éloignai sous la pluie battante, laissant derrière moi les murmures scandalisés et les appels désespérés de Julien. C'était fini. Tout était fini. Mais étrangement, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que quelque chose venait enfin de commencer.
Le lendemain matin, j'étais assise dans la cuisine de la maison familiale, entourée d'une montagne de papiers que j'avais cachés à tout le monde pendant des mois. Factures impayées, mise en demeure, lettres d'huissier, tout l'empire de mensonges de papa étalé sur la table en formica jaune que maman avait tant aimé. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Julien, encore et encore. Je finis par décrocher. Louise, bon sang, pourquoi tu ne réponds pas? Il faut qu'on parle. Maintenant tu veux parler? Je tournais une facture d'électricité de 2400 € entre mes doigts. Où étais-tu quand maman réclamait tes visites? Quand papa vidait son compte au poker en ligne? Je ne pouvais pas savoir. Tu ne m'as rien dit. Parce que tu ne posais jamais de questions, Julien. Tes coups de fil duraient 5 minutes. Comment ça va, loulou? Super, allez, je dois y aller, gros bisous. Un silence. Puis sa voix, plus basse, dis-moi combien il faut. 180 000 €. Exactement. J'entendis sa respiration se bloquer. Tu plaisantes? Les casinos ne plaisantent pas. Les huissiers non plus. Je dépliai une lettre de menace de saisie. Papa a hypothéqué la maison 3 fois. Il a vidé le compte épargne de maman pour ses petites sorties. Il me doit même l'argent que j'ai avancé pour ses médicaments. Mais enfin, comment tu as pu le laisser faire? Cette question me frappa comme une gifle. Le laisser faire? Tu crois que j'avais le choix? Pendant que tu construisais ta belle carrière à Londres, moi j'étais là. À gérer maman qui souffrait, papa qui buvait, et les créanciers qui appelaient jour et nuit. Lou, tu sais ce que m'a dit Maître Fontaine hier soir? Que si on ne trouve pas de solution rapidement, ils saisiront la maison dans 15 jours. La maison où maman a vécu toute sa vie. Celle qu'elle voulait nous léguer. La porte d'entrée claqua. Papa apparut dans l'encadrement de la cuisine, les cheveux en bataille, sentant l'alcool à 3 mètres. Ses yeux se posèrent sur les papiers étalés et son visage devint cendré. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Je nettoie tes conneries, papa. Comme d'habitude. Il vacilla, s'appuya contre le chambranle. Tu n'as pas le droit, ces papiers sont privés. Privés? Je me levai, la colère remontant comme une lame de fond. 180 000 € de dette, c'est privé? Les huissiers qui débarquent chez nous, c'est privé? Tu as hypothéqué cette maison 3 fois sans même me prévenir. C'est ma maison. Ma femme était mourante, j'avais le droit de me détendre un peu. Te détendre? Ma voix monta d'un cran. Te détendre en ruinant ta famille? En vidant le compte de maman pour tes paris? Papa chancela vers la table, attrapant une chaise. Tu ne comprends pas, après sa mort, je ne pouvais plus, le silence dans cette maison. Le silence? Tu veux que je te dise ce que j'entendais, moi, dans le silence? Maman qui m'appelait à 3 heures du matin parce qu'elle avait mal. Ses pleurs quand elle croyait que je dormais. Et toi, tu étais où? Au casino. Julien est toujours là, demanda-t-il faiblement, remarquant le téléphone. Je remis le haut-parleur. Oui, papa. Ton fils parfait écoute. La voix de Julien sortit de l'appareil, tendue. Papa, c'est vrai, tout ça. Henri s'effondra sur la chaise. J'ai fait des erreurs, mais j'allais me refaire. J'avais un système. Un système? J'éclatai d'un rire amer. Ton système, c'était de voler l'argent des médicaments de maman pour le perdre au poker? Ne dis pas ça. J'aimais ta mère. Si tu l'aimais, tu l'aurais respectée. Tu aurais été là pour elle au lieu de fuir dans tes addictions. Le silence retomba, lourd, écrasant. Papa sanglotait maintenant, les épaules secouées de spasmes. Pathétique. J'avais passé des années à le protéger, à mentir aux voisins, à inventer des excuses. Fini. Julien, appelai-je dans le téléphone. Louise, tu sais bien que je ne peux pas. Mon prêt immobilier à Londres, Emma qui attend le bébé. C'est impossible. Bien sûr. Julien avait toujours une excuse. Une vie parfaite qu'il ne pouvait pas risquer de ternir. Très bien, dis-je calmement.
Alors je vais vendre la maison. Quoi? Papa releva la tête brusquement. Tu m'entends très bien. Je vais contacter l'agence immobilière dès ce matin. On vendra, on remboursera les dettes, et avec ce qui reste, on te trouvera une place dans une maison de retraite correcte. Tu n'as pas le droit. C'est ma maison. Plus maintenant. Les huissiers s'en chargent sinon. Je ramassai les papiers d'un geste net. J'en ai fini avec tes chantages émotionnels, papa. Fini de porter tes mensonges. Le téléphone grésilla. Louise, tu es sûre? La voix de Julien était faible. Certaine. Pour la première fois de ma vie, je suis certaine de quelque chose. En raccrochant, je réalisai que mes mains ne tremblaient plus. Étrange sensation de paix, au milieu du chaos. Comme si j'avais enfin trouvé le courage qui me manquait depuis toujours. Dehors, une voiture se garait devant la grille. Un homme en sortit, dossier sous le bras, et marcha vers notre porte. L'expert immobilier, sans doute. Ma nouvelle vie commençait maintenant. Madame Delacroix? Thomas Beaumont, agence Beaumont Immobilier. L'homme qui se tenait sur le seuil avait la trentaine, des yeux noisettes perçants et cette assurance tranquille des gens habitués aux situations délicates. Son costume était impeccable, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'il avait déjà vu des familles se déchirer autour d'estimations immobilières. Entrez, dis-je en m'effaçant. Excusez-le, désordre. Papa avait disparu dans sa chambre après notre confrontation, laissant traîner ses bouteilles vides et ses cendriers pleins. Thomas Beaumont balaya la scène d'un coup d'œil professionnel, sans jugement apparent. J'ai eu votre notaire au téléphone. Situation urgente, c'est ça? 15 jours avant saisie. Je ramassai machinalement les verres sales. Vous voulez un café? Je viens d'en faire. Volontiers. Il posa son attaché-caisse et sortit un carnet. Puis-je vous demander, vous vivez seul ici avec votre père? Depuis 3 ans. Depuis que maman est tombée malade. Je versai le café dans 2 tasses dépareillées. Mon frère vit à Londres. Avocat international. Très occupé. Thomas nota quelque chose, probablement le sarcasme dans ma voix. Et vous, vous travaillez? Infirmière à l'hôpital Saint-Joseph. Enfin, j'ai pris un congé sans solde pour m'occuper de maman. J'ai repris la semaine dernière. Ça a dû être difficile. Ce n'était pas une question. Juste un constat, dit avec une simplicité qui me désarma. Les gens, d'habitude, me sortaient des platitudes sur le devoir filial ou la belle abnégation. Lui semblait comprendre que sacrifice ne rimait pas forcément avec noblesse. Vous voulez voir la maison? Demandai-je pour changer de sujet. Nous fîmes le tour des pièces. Thomas notait tout, l'humidité dans la salle de bain, les fissures au plafond du salon, l'état de la toiture. Il était méticuleux mais respectueux, n'ouvrant aucun placard sans demander, évitant de commenter le désordre émotionnel qui transpirait de chaque recoin. Belle maison, finit-il par dire dans le jardin. Bien située, potentiel intéressant. Mais elle nécessite des travaux que nous n'avons pas les moyens de faire. Exactement. Il referma son carnet. Je peux vous donner une estimation entre 280 et 320 000 euros, selon l'urgence de la vente. Je calculai rapidement. Après remboursement des dettes, il resterait juste de quoi installer papa quelque part et me payer un studio miteux. Mais c'était mieux que la saisie. Combien de temps pour vendre? En urgence? 6 semaines, peut-être moins si on trouve le bon acheteur. Il hésita. Madame Delacroix, puis-je vous donner un conseil? Je vous écoute. Ne bradez pas. Je sais que la pression des créanciers est forte, mais cette maison vaut le coup d'attendre un peu. Quelques semaines de plus peuvent vous faire gagner 40 000 euros. 40 000 euros que je n'ai pas le luxe d'espérer. Et si je trouvais une solution pour gagner du temps? Je le dévisageai, surprise. Quel genre de solution? Laissez-moi parler aux créanciers. J'ai l'habitude. Parfois, un plan d'étalement peut. Pourquoi feriez-vous ça? La question le prit au dépourvu. Il resta silencieux un moment, regardant les rosiers sauvages de maman qui envahissaient la clôture.
Parce que j'ai l'impression que vous méritez mieux que de tout perdre d'un coup. Quelque chose dans sa voix me fit dresser l'oreille. Pas de la pitié. Plutôt, de la reconnaissance? Comme s'il savait ce que c'était que de porter le poids d'une famille sur ses épaules. Vous parlez d'expérience? On peut dire ça. Un sourire en coin étira ses lèvres. Disons que je connais le prix des sacrifices familiaux. Mon téléphone sonna. L'hôpital. Excusez-moi. Oui, chef. Aujourd'hui? Mais je reprends officiellement lundi. D'accord, j'arrive. Je raccrochai avec un soupir. Urgence au service. Une collègue malade. Vous y allez? Je n'ai pas le choix. Les factures ne se paient pas toutes seules. Je attrapai mon sac. Pour l'estimation, je vous fais confiance. Lancez les démarches. Et pour les créanciers? J'hésitais sur le seuil. Cet homme était un parfait inconnu. Pourtant, quelque chose dans son attitude m'inspirait confiance. Peut-être simplement parce qu'il était la première personne depuis longtemps à me proposer de l'aide sans arrière-pensée. Faites ce que vous pouvez. Mais pas de miracle, monsieur Beaumont. Je ne crois plus aux miracles. Thomas. Et qui sait? Parfois les miracles prennent juste une forme différente de ce qu'on attend. 3 semaines plus tard, je m'installais dans un studio de 25 mètres carrés près de l'hôpital. Papa était dans une maison de retraite décente, pas luxueuse, mais propre et bien tenue. Thomas avait réussi à négocier un délai avec les créanciers et trouver un acheteur à 315 000 €. Après remboursement des dettes, il me restait exactement 28 000 € pour recommencer ma vie. Ce soir-là, épuisé par ma première semaine complète depuis des mois, je trouvai Thomas assis sur un banc face à l'hôpital. « Vous m'attendiez ?» demandai-je, surprise. « Ma grand-mère est hospitalisée au 5e. Cancer du poumon. » Il se leva. « Je vous ai vu passer tout à l'heure. Vous aviez l'air crevé? Libre. » Le mot me frappa. Libre. Oui, c'était exactement ça. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus personne d'autre à porter que moi-même. « Ça vous dirait de boire un café ?» demanda-t-il. « Il y a un bistrot sympa rue Carnot. Et j'aimerais vous raconter pourquoi j'ai vraiment voulu vous aider. » Je le regardai, cet homme qui avait sauvé ce qui pouvait l'être de ma vie fracassée, qui se tenait là avec sa proposition simple et ses yeux sincères. « D'accord, dis-je. Mais c'est moi qui paie. J'ai une nouvelle règle, plus jamais être redevable à personne. » Il sourit. Marché conclu. En marchant vers le café, je réalisai que c'était la première fois depuis des années qu'un homme m'invitait quelque part. Et la première fois que j'avais envie d'accepter. Le café de la rue Carnot baignait dans une lumière dorée. Thomas tourna sa tasse entre ses mains avant de lever les yeux vers moi. Je mentais, tout à l'heure. Ma grand-mère n'a pas le cancer. Mon sang ne fit qu'un tour. Comment ça, vous mentiez? Elle a fait un AVC il y a 6 mois. Depuis, je viens la voir tous les soirs. Il soupira. C'est la seule famille qui me reste. Et vos parents? Divorcés quand j'avais 15 ans. Guerre totale. Papa voulait que je reprenne l'agence immobilière, maman rêvait que je devienne vétérinaire comme elle. Ils se sont servis de moi comme munition pendant 3 ans. Sa voix se durcit. Finalement, j'ai choisi papa. Pas par amour, par épuisement. Maman ne me l'a jamais pardonné. Elle vit en Australie maintenant. C'est pour ça que vous m'avez aidé? Parce que j'ai reconnu quelque chose dans vos yeux. Cette fatigue de porter les autres. Il me regarda intensément. Et cette colère rentrée contre ceux qui vous prennent tout sans rien donner. Je bus une gorgée de café pour me donner une contenance. Personne ne m'avait jamais décrypté aussi facilement. Vous regrettez? Pour votre mère? Tous les jours. Mais on ne peut pas revenir en arrière, n'est-ce pas? Il sourit tristement. On peut juste essayer de ne plus faire les mêmes erreurs. Nos mains se frôlèrent en attrapant le sucrier simultanément. Un frisson électrique me parcourut. Thomas ne retira pas sa main. Louise, est-ce que je peux vous revoir?
En dehors du travail, je veux dire. Mon cœur s'emballa. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ma vie est un chaos complet en ce moment. Justement. Moi aussi. Son sourire s'élargit. On pourrait être chaotique ensemble. Les semaines suivantes prirent un rythme étrange et réconfortant. Thomas passait me chercher après mes gardes de nuit, et nous prenions le petit déjeuner dans des bistrots ouverts tôt. Il m'aidait à étudier pour ma spécialisation en soins palliatifs, j'avais repris les cours par correspondance, déterminé à donner un sens à mon expérience avec maman. Pourquoi les soins palliatifs, me demanda-t-il un matin, feuilletant mes manuels. Parce que c'est là qu'on a le plus besoin d'humanité. Et parce que... Je cherchais mes mots. Parce que j'ai appris qu'accompagner quelqu'un vers la fin, c'est aussi l'aider à vivre ses derniers moments. Votre mère vous a appris ça? Entre autres choses. Ma gorge se serra. Elle m'a aussi appris qu'il ne fallait jamais s'oublier pour les autres. Leçon apprise un peu tard. Thomas posa sa main sur la mienne. Pas trop tard. Ce geste tendre me bouleversa. Depuis quand personne ne m'avait-il touché avec autant de douceur? Thomas, je ne suis pas sûre d'être prête pour... Pourquoi? Il caressa mes doigts. Pour être heureuse? Cette nuit-là, dans mon petit studio, nous fîmes l'amour pour la première fois. Avec une tendresse infinie, comme si nous étions deux écorchés vifs apprenant à se faire confiance. Thomas embrassa les cernes sous mes yeux, les cicatrices de fatigue sur mes mains. Tu es belle, murmura-t-il contre ma peau. Je suis épuisée. Tu es belle quand même. Pour la première fois depuis des années, je me sentis désirée. Pas par devoir, pas par habitude, mais pour ce que j'étais vraiment. Le réveil fut brutal. Mon téléphone sonnait à 6 heures du matin. Mademoiselle Delacroix? Maison de retraite Les Jardins. Votre père a fait un malaise cardiaque cette nuit. Il faut venir. Thomas se redressa d'un bond. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Je m'habillais déjà. Il faut que j'y aille. Je viens avec toi. Non, c'est bon, Louise. Il attrapa mes mains qui tremblaient. Tu n'es plus toute seule maintenant. Ces mots simples me firent fondre en larmes. Depuis quand personne ne m'avait-il dit que je n'étais plus seule? En route vers la clinique, Thomas conduisait en silence tandis que je fixais le paysage défilé. Une peur ancestrale me tordait le ventre, et si papa mourait avant que je puisse lui pardonner? Et si je restais avec cette colère pour le restant de mes jours? Il va s'en sortir, dit Thomas doucement. Comment tu peux en être sûr? Parce que ton histoire avec lui n'est pas finie. Et que les histoires inachevées ont tendance à s'éterniser. J'espérais qu'il avait raison. Mais une partie de moi redoutait ce qui nous attendait à la clinique. Papa était pâle mais conscient quand nous arrivâmes à la clinique. Le cardiologue nous rassura, simple surmenage, tension trop élevée. Rien de dramatique, mais un signal d'alarme. Je peux vous parler, Louise? Papa évitait soigneusement de regarder Thomas. Bien sûr. J'embrassai Thomas sur la joue. Attends-moi au café, j'en ai pour 10 minutes. Seul avec papa, l'atmosphère devint pesante. Il tritura le drap de l'hôpital. Ce garçon, c'est sérieux? Ça ne te regarde pas, papa. Tu as raison. Il ferma les yeux. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Avec toi, avec ta mère, tout. Quelque chose dans sa voix brisée me toucha malgré moi. Papa. Non, laisse-moi finir. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais que tu saches, ta mère était fière de toi. Même si moi, j'ai été trop lâche pour le dire. Les larmes me montèrent aux yeux. Enfin des mots vrais de sa part. Papa, si tu... La porte s'ouvrit brutalement. Julien fit irruption, élégant dans son manteau de cachemire, visage fermé. Louise. Pourquoi je ne suis pas prévenue plus tôt? J'ai appris par l'accueil. Parce que papa va bien. Ce n'était pas une urgence. Pas une urgence? Il s'approcha du lit. Papa, comment tu te sens? Ça va, mon fils. Juste un peu fatigué.
Je notais le contraste saisissant, avec moi, papa s'excusait presque. Avec Julien, il redevenait le père aimant. Il faut qu'on parle, Louise. Julien m'attrapa par le bras. En privé. Dans le couloir, il explosa. Tu te fous de moi? Tu installes papa dans une maison de retraite minable, tu vends la maison familiale, et maintenant tu joues à la petite amie épanouie? Maison de retraite minable? Tu y es déjà allé? Ce n'est pas la question. Tu aurais dû me consulter avant de... Te consulter? Ma voix monta. Où étais-tu quand il fallait prendre ces décisions? Ah oui, à Londres, trop occupé pour répondre à mes appels. J'avais des problèmes financiers, Louise. Mon associé m'a escroqué, j'ai perdu ma maison, Emma m'a quitté en emmenant la petite. Sa voix se brisa. Je ne pouvais pas vous aider parce que j'étais moi-même en train de couler. Cette révélation me coupa le souffle. Julien, le parfait Julien, était en ruine? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que toi, tu as toujours été la forte. Celle qui gère tout, qui encaisse tout. Il donna un coup de poing dans le mur. Tu crois que c'est facile d'être le fils parfait? D'avoir toujours la pression de réussir? La pression? Papa t'a toujours préféré. Même à l'enterrement de maman. Justement. Tu veux savoir ce qu'elle m'a dit, maman, la dernière fois que je l'ai vue? Ses yeux brillaient de larmes. Elle m'a supplié de revenir. Pas pour elle, pour toi. Elle m'a dit, Louise se sacrifie pour tout le monde, mais qui se sacrifie pour Louise? Le sol se déroba sous mes pieds. Elle a dit ça? Elle savait pour les dettes de papa. Elle savait que tu renoncerais à tout pour nous sauver. Elle voulait que je reste pour te protéger de ta propre générosité. Il s'effondra contre le mur. Mais j'ai été lâche. J'ai fui comme toujours. Thomas apparut au bout du couloir, inquiet. Tout va bien? Qui c'est, lui? Demanda Julien, agressif. Thomas Beaumont. L'agent immobilier qui a vendu la maison. L'agent immobilier? Julien écarquilla les yeux. Tu sors avec l'agent immobilier? Et alors? Tu ne trouves pas ça bizarre qu'il s'intéresse à toi juste après avoir gagné sa commission sur notre maison? Julien, ça suffit. Attends, Louise. Thomas s'approcha, l'air gêné. Il faut que je te dise quelque chose. Ce n'est pas comme ça que je voulais. Mon cœur se glaça. Quoi? L'agence, elle n'appartient pas qu'à mon père. Ma famille possède plusieurs agences dans la région. On a une certaine aisance financière. Une certaine aisance? Julien ricana. Les Beaumont? Ils possèdent la moitié des biens immobiliers du département. Tu sors avec un millionnaire, Louise? Je regardais Thomas, abasourdi. C'est vrai? Oui, mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est nous. Pas important? Ma voix tremblait. Tu m'as menti depuis le début. Pendant que je comptais mes derniers euros, toi tu... Je ne voulais pas que tu m'aimes pour mon argent. M'aimer? J'éclatai d'un rire amer. Tu crois que je t'aime? Tu penses que la pauvre petite infirmière est tombée amoureuse du gentil millionnaire qui lui fait la charité? Louise, ce n'est pas... Si. C'est exactement ça. Je reculai, les larmes aux yeux. Vous êtes tous pareils. Papa avec ses mensonges, Julien avec ses fuites, et toi avec ta pitié déguisée. Je partis en courant, laissant derrière moi les deux hommes qui venaient de briser ce qui restait de ma confiance en l'humanité. Dehors, sous la pluie, je réalisai que j'étais vraiment seule. Encore une fois. 3 semaines sans nouvelles de Thomas. Il avait essayé de m'appeler les premiers jours, laissé des messages que j'effaçais sans les écouter. Puis plus rien. Comme si je n'avais été qu'une parenthèse dans sa vie dorée. Je me noyais dans le travail. Double garde, remplacement, tout ce qui pouvait m'empêcher de penser. Mes collègues me regardaient avec inquiétude, mais je fuyais leurs questions. « Louise, tu ne peux pas continuer comme ça, me dit Sylvie, ma chef de service. Tu tiens à peine debout. Ça va très bien. Non, ça ne va pas.
Tu as perdu 5 kilos en 3 semaines. Elle avait raison. Je ne dormais plus, ne mangeais plus. Les cours par correspondance pour ma spécialisation traînaient sur ma table, intouchés. À quoi bon? Tout ce que j'entreprenais finissait par s'effondrer. Le coup de grâce arriva un mardi matin. Mon téléphone sonna alors que je rentrais d'une garde de nuit. Mademoiselle Delacroix? Maître Dubois, notaire. J'ai une mauvaise nouvelle concernant votre père. Mon sang se glaça. Il lui est arrivé quelque chose? Il va bien physiquement. Mais, il est décédé hier soir. Crise cardiaque foudroyante. Le téléphone me glissa des mains. Papa. Mort. Sans que nous ayons pu finir notre conversation, sans que j'aie pu lui dire. Mademoiselle? Vous êtes là? Je ramassai l'appareil d'une main tremblante. Oui, il y a autre chose. Votre frère conteste le testament. Il affirme que la vente de la maison s'est faite sous contrainte et réclame sa part d'héritage. Sa part? Mais il n'y a plus rien. Les dettes ont tout englouti. Justement. Il vous attaque en justice pour récupération frauduleuse de biens familiaux. Il prétend que vous avez manipulé votre père malade. La pièce se mit à tourner. Julien me traînait en justice? Julien que j'avais protégé, pour qui j'avais menti pendant des années? Mademoiselle, il faut absolument que vous preniez un avocat. Je raccrochai et m'effondrai sur mon lit. Plus de force. Plus de larmes. Juste un vide immense qui m'aspirait vers le fond. L'enterrement de papa fut d'une tristesse infinie. Quelques voisins, ma tante Céline, et Julien qui m'ignorait ostensiblement. Il se tenait de l'autre côté de la tombe, costume impeccable, regard froid. Après la cérémonie, il s'approcha de moi. J'espère que tu as un bon avocat. Julien, c'est papa qu'on vient d'enterrer. Papa qui est mort en me laissant dans la merde grâce à tes manigances. Sa voix était glaciale. Tu as profité de sa faiblesse pour tout récupérer. Maintenant, tu vas payer. Récupérer quoi? Il ne reste rien. J'ai tout donné pour éponger ses dettes. C'est ce qu'on verra au tribunal. Il tourna les talons, me laissant seul sous la pluie battante. Ma propre famille me déclarait la guerre le jour où j'enterrais mon père. Les semaines suivantes furent un calvaire. L'avocat que j'avais trouvé, le moins cher possible, me confirma que le dossier de Julien était solide. Il réclamait 140 000 €, sa part théorique de l'héritage. Même si vous gagnez, les frais de justice vont vous ruiner, m'expliqua maître Renaud. Et si vous perdez? Je perdis mon studio, incapable de payer le loyer et les frais d'avocat. Sylvie m'hébergea dans son salon, mais je voyais bien que ma présence perturbait sa famille. Mes examens de spécialisation eurent lieu en plein chaos. Je m'y présentai épuisé, incapable de me concentrer. Les résultats tombèrent comme un coup près, échec. 3 points seulement sur 20. Tu peux repasser l'examen l'année prochaine, me dit le coordinateur pédagogique. Avec un peu de repos, Mais je ne l'écoutais plus. Tout s'écroulait. Ma famille me haïssait, l'homme que j'avais cru aimer m'avait menti, ma carrière était en ruine. À 30 ans, je me retrouvais sans toit, sans famille, sans avenir. Ce soir-là, assise sur un banc face à l'hôpital où tout avait commencé avec Thomas, je fixais la Seine qui coulait en contrebas. L'eau noire semblait m'appeler, promettre une paix définitive. Louise? Je sursautai. Thomas se tenait à quelques mètres, l'air hagard. Il avait maigri, ses yeux étaient cernés. Qu'est-ce que tu fais là? Ma voix était sans vie. J'ai appris, pour ton père. Et pour le procès. Il s'assit précautionneusement sur le banc. Je suis désolé. Désolé? C'est tout? Je voulais t'aider pour l'avocat, mais Sylvie m'a dit que tu refusais tout contact. Aide? Je me levai brusquement. Encore ta charité de riche? Non merci. Louise, tu ne comprends pas. Ce n'était jamais de la charité. Tu quoi? Tu m'aimais? Un rire amer m'échappa. L'amour, c'est la vérité, Thomas.
Pas les mensonges dorés. Il resta silencieux, les épaules affaissées. Au bout d'un moment, il murmura. Si tu changes d'avis, je serai là. Il s'éloigna dans la nuit, me laissant seul avec mes démons et cette eau noire qui continuait de m'appeler. Louise, réveille-toi. Tu as rendez-vous. Sylvie me secouait doucement. Cela faisait 3 jours que je restais prostrée sur son canapé, incapable de me lever. L'eau noire de la Seine hantait mes pensées. Rendez-vous? Maître Caroline Rousseau. Avocate spécialisée dans les affaires familiales. Elle veut te voir. Je n'ai plus d'argent pour un avocat. Elle travaille pro bono pour des cas comme le tien. Lève-toi, Lou. Maman n'aurait pas voulu te voir abandonnée. Cette phrase me fit l'effet d'une gifle. Maman. Que dirait-elle en me voyant ainsi? Elle qui s'était battue jusqu'au bout contre la maladie? Maître Rousseau était une femme d'une 50aine d'années, regard perçant et poignée de main ferme. Son bureau sentait le cuir et l'encaustique. Votre dossier m'intéresse, Louise. Votre frère prétend que vous avez manipulé votre père mourant pour récupérer l'héritage? Il n'y avait pas d'héritage. Que des dettes. Justement. C'est là que son argumentation s'effondre. Elle étala des documents sur la table. J'ai étudié les comptes. Votre père était surendetté depuis des années. Vous avez utilisé vos propres économies pour éponger une partie des dettes. Comment vous savez ça? Parce que j'ai fait mes devoirs. Et aussi parce qu'un certain Thomas Beaumont m'a transmis tous les justificatifs de la vente. Mon cœur bondit. Thomas? Il m'a contacté il y a une semaine. Il avait gardé copie de tous les documents. Elle me regarda intensément. Cet homme semble tenir à vous. Il m'a menti. Sur sa fortune, oui. Pas sur ses sentiments, apparemment. Elle reprit ses papiers. Bref, votre frère n'a aucune chance. Mais il faut se battre. Je n'ai plus la force de me battre. Alors trouvez-la. Sa voix claqua comme un fouet. Vous croyez que votre mère s'est sacrifiée pendant 3 ans pour que vous vous laissiez piétiner par un frère lâche et cupide? Cette colère me galvanisa. Elle avait raison. J'avais survécu à tout ça pour abandonner maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Son sourire fut lumineux. Se battre. Et gagner. Le procès eut lieu 6 semaines plus tard. La salle d'audience était pleine, Julien avait mobilisé toute sa belle famille londonienne. Moi, j'avais Sylvie, ma tante Céline, et Thomas, assis au fond. Maître Rousseau fut magistral. Elle démonta point par point l'argumentation de Julien, preuve à l'appui. Les relevés bancaires, les factures médicales payées avec mon salaire, les témoignages des créanciers. Mademoiselle Delacroix a sauvé l'honneur de sa famille, déclara-t-elle. Pendant que son frère fuyait ses responsabilités à Londres, elle sacrifiait sa jeunesse, ses économies, son avenir pour préserver ce qui pouvait l'être. Puis vint mon témoignage. Je tremblais en montant à la barre, mais quand je commençai à parler, ma voix se raffermit. J'ai vendu cette maison pour que mon père garde sa dignité. Pour qu'il ne finisse pas à la rue. Mon frère n'était pas là quand maman agonisait. Il n'était pas là quand papa sombrait. Il n'a aucun droit de réclamer quoi que ce soit. Ma voix se brisa sur les derniers mots. Dans la salle, j'entendis quelqu'un pleurer. Même le juge semblait ému. L'avocat de Julien tenta une contre-attaque pathétique, évoquant mes manipulations et mon chantage affectif. Mais Maître Rousseau l'acheva d'une phrase. Le seul chantage ici, c'est celui d'un homme qui découvre que sa sœur valait 100 fois mieux que lui. Nous gagnâmes. Haut la main. Le juge déboutait Julien de toutes ses demandes et le condamnait aux dépens. Mais la vraie victoire fut autre. Mademoiselle Delacroix m'appela Maître Rousseau après le verdict. J'ai une dernière surprise. Elle me tendit une enveloppe cachetée. Votre notaire a retrouvé ceci dans les affaires de votre mère. Un compte épargne ouvert à votre nom quand vous aviez 18 ans. Votre père n'en connaissait pas l'existence. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Un livret d'épargne. Solde, 45 000 €. Et une lettre de maman, écrite de sa main tremblante. Ma Louise chérie,
Si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé. Cet argent t'appartient. Je l'ai économisé pendant 20 ans pour tes études, tes rêves. Ne le gaspille pas pour nous sauver, sauve-toi, toi. Tu as assez donné. Maintenant, vis pour toi. Je t'aime. Maman. Les larmes coulaient sur mes joues. Maman avait pensé à tout. Même dans la mort, elle continuait à me protéger. En sortant du tribunal, je croisai Julien sur les marches. Il avait vieilli de 10 ans. Louise, Tu quoi, Julien? Je suis désolée. Tout a mal tourné pour moi, et j'ai voulu que tu paies pour mes erreurs. Pour la première fois depuis des mois, je ressentis de la pitié pour lui. Tu es toujours mon frère, Julien. Mais tu vas devoir apprendre à assumer tes choix. Je descendis les marches d'un pas léger. Thomas m'attendait en bas, appuyé contre sa voiture. Félicitations, dit-il simplement. Merci. Pour les documents. Pour tout. Louise, est-ce que tu pourrais me donner une seconde chance? Je le regardai longuement. Cet homme qui m'avait menti mais qui n'avait jamais cessé de me protéger. Qui m'aimait assez pour respecter ma colère et ma distance. Une seule condition, dis-je enfin. Plus jamais de mensonges. Promis. Cette fois, quand il me prit dans ses bras, je ne me dérobais pas. J'étais enfin prête à faire confiance. À moi, d'abord. 1 an plus tard. Madame Rousseau, chambre 314, demande après vous, Louise. Je relevai la tête de mon dossier. Marguerite Rousseau, 67 ans, cancer généralisé. Elle me rappelait maman par sa dignité face à la maladie. J'arrive, Sylvie. L'unité de soins palliatifs de Saint-Joseph bourdonnait d'une activité silencieuse. J'avais réussi ma spécialisation au la main 6 mois plus tôt, portée par une détermination nouvelle. Ici, j'avais trouvé ma place. Accompagner les familles, soulager les souffrances, offrir de l'humanité dans les derniers moments. Louise, ma chérie, murmura Madame Rousseau en me voyant. J'ai une faveur à vous demander. Tout ce que vous voulez. Mes enfants arrivent ce soir de Marseille. Ils vont se disputer, comme toujours. Promettez-moi de leur dire, de ne pas gâcher le temps qu'il reste. Sa main fragile serra la mienne. La famille, c'est précieux. Même abîmée, même imparfaite. Je vous le promets. En sortant de sa chambre, je trouvai Thomas qui m'attendait près des ascenseurs, un bouquet de pivoine à la main. Mes fleurs préférées, il avait retenu. Monsieur Beaumont. Vous ne pouvez pas monter comme ça, protesta l'aide-soignante. C'est bon, Claire. Il a un laissez-passer spécial. Je souris. Il est fiancé à l'infirmière-chef. Claire écarquilla les yeux. Vous êtes fiancé? Depuis quand? Depuis hier soir, répondit Thomas en glissant son bras autour de ma taille. Elle a enfin dit oui. 2 mois plus tôt. Thomas m'avait retrouvé sur ce même banc face à la Seine où j'avais touché le fond. Cette fois, j'y venais pour réfléchir, pas pour fuir. Tu viens souvent ici, avait-il plaisanté en s'asseyant près de moi. C'est mon endroit pour faire le bilan. J'avais regardé l'eau qui coulait, paisible cette fois. Figure-toi que j'ai reçu une visite aujourd'hui. Ah. Julien. Il sort de cure de désintoxication. Alcool et jeu. Ma voix était calme. Il voulait s'excuser. Vraiment, cette fois. Et je lui ai proposé de dîner dimanche. Chez moi. J'avais souri. J'ai acheté un appartement, tu sais. 2 pièces près de l'hôpital. Avec l'argent de maman. Thomas avait hoché la tête. Tu lui as pardonné? Je lui donne une chance. Une seule. J'avais pris sa main. Comme je t'en ai donné une. Et tu ne le regrettes pas? Pour toute réponse, je l'avais embrassé. Longuement, tendrement. Cet homme qui avait respecté ma colère, qui m'avait aidé sans jamais rien demander en retour, qui m'aimait pour ce que j'étais vraiment. Louise, avait-il murmuré contre mes lèvres. Oui. Épouse-moi. Aujourd'hui. Le café de la rue Carnot était décoré de ballons blancs et dorés.
Nos amis nous avaient organisé une fête surprise pour nos fiançailles. Sylvie pleurait de joie, ma tante Céline bombardait tout le monde de photos. Alors, la date, demanda Maître Rousseau, Caroline était devenue une amie précieuse. Juin prochain, répondit Thomas. Dans le jardin de la maison de Louise. Quelle maison, s'étonna Sylvie. Je souris mystérieusement. J'ai racheté la maison familiale. Le nouveau propriétaire a fait faillite, elle était remise en vente. Un silence stupéfait accueillit cette révélation. Avec l'argent de maman et mes économies, j'ai pu faire une offre. Thomas m'a aidé pour les négociations. Je pris sa main. On va la retaper ensemble. En garder les bons souvenirs, effacer les mauvais. Et papa, demanda quelqu'un. Papa aura sa chambre. Celle qu'il occupait avec maman. Avec vue sur ses rosiers. Ma voix se voilà. J'ai compris quelque chose, on ne peut pas changer le passé, mais on peut lui donner un nouveau sens. Thomas porta ma main à ses lèvres. Tu es extraordinaire. Non. Je suis juste, complète. Pour la première fois de ma vie. La porte du café s'ouvrit. Julien entra, hésitant, un bouquet à la main. Il avait maigri, ses traits tirés témoignaient de ses combats intérieurs. Mais ses yeux étaient clairs. Louise ? J'espère que je ne dérange pas. Je me levai et marchai vers lui. L'assemblée retenait son souffle. Puis je l'embrassai sur les 2 joues. Tu arrives juste à temps pour trinquer avec nous. Ses yeux s'emplirent de larmes. Merci, petite sœur. De rien, grand frère. Épilogue, 6 mois plus tard. Devant l'officier d'état civil, je portais la robe de mariée de maman, retouchée par ma tante. Simple, élégante, intemporelle. Dans mes cheveux, les perles qu'elle m'avait léguées. Louise Delacroix, acceptez-vous de prendre pour époux Thomas Beaumont ? Oui, je le veux. Thomas Beaumont, acceptez-vous de prendre pour épouse Louise Delacroix ? Oui, je le veux. Pour la vie. Dans l'assistance, Julien pleurait sans retenue. Il avait retrouvé un travail, une petite maison. Nous nous voyions chaque dimanche, reconstruisant patiemment ce qui avait été brisé. Le soir, dans le jardin de notre maison, Thomas et moi dansions sous les étoiles. Les rosiers de maman embaumaient l'air tiède. Tu sais ce que j'aime le plus chez toi, murmura-t-il. Quoi ? Ta façon de transformer la douleur en force, la colère en pardon. Il caressa ma joue. Tu m'as appris qu'aimer, c'est choisir de faire confiance malgré tout. Et toi, tu m'as appris que je méritais d'être aimé. Au-dessus de nos têtes, une étoile filante traversa le ciel. Je fermai les yeux et fis un vœu, que tous ceux qui se sacrifient pour les autres apprennent un jour à vivre pour eux-mêmes. Car c'est là, dans cette capacité à renaître de ses cendres, que réside la plus belle des victoires.